Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Isolé au cœur de la jungle salvadorienne. Dans une classe d'un enfant de 4 ans. La plus grande prison jamais construite en Amérique latine. A été lu le livre Zizi Zezette. Enferme les plus dangereux criminels du Salvador. Il te suffit à peine de toucher ta zézette pour sentir comme des chatouillis. Ils ne sortiront jamais d'ici. Olivia aime bien ça avant la sieste d'une classe entière de 4 ans. Assassinat, extorsion, prise d'otage, jusqu'à l'arrivée d'un homme. Vu tout ce qui s'est passé, il aurait dû être en prison. Vous êtes conscient que vous allez probablement mourir ici? Pour être honnête, oui. Ah, il aurait dû être en prison. Ah bon? Une obsession, éradiquer les gangs. Si on ne nettoie pas notre pays de ce cancer maintenant, quand est-ce qu'on le fera? Combien de récidives il faut pour que quelqu'un soit mis en prison? Les gangsters se cachent comme des rats et ce n'est pas une insulte. Pour les rats, bien sûr. Essayez d'écouter un peu, ça vous fera du bien. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, mais en attendant, écoutez, il faut boire, hein. Alors je bois un peu d'eau. L'eau du robinet. Et oui, à Sud Radio, on boit de l'eau du robinet. Et d'ailleurs, j'ai vu que le Sénat, vous avez vu, ils ont augmenté la TVA de 5,5 à 20% la TVA sur les bouteilles d'eau minérale. Alors, vous pouvez dire, mais comment? Mais c'est un scandale, etc. L'eau minérale, oui, très bien l'eau minérale. Moi, j'adore l'eau minérale. Sauf que quand la filiale du géant suisse Nestlé Waters reconnaît, en janvier dernier, avoir eu recours à des systèmes de désinfection interdits pour maintenir la sécurité alimentaire des eaux minérales, c'est pas beau, ça. On utilise des systèmes de désinfection interdits pour maintenir la sécurité. Voilà. Voilà, c'est comme ça se passe comme ça. Alors, je ne sais pas si le Sénat a tort ou raison. Dites-moi ce que vous en pensez pour les eaux minérales. Mais quand même, il serait tentant de commencer l'eau neuve de vos cellules. La pureté, oui, mais la pureté non plus, peut-être. Eh bien, on va parler de tout cela, mais on va parler aussi et surtout de ce qui se passe à l'école. Et oui, est-ce qu'on peut parler du zizi à 2 ans, de la vulve à 3 ans, des zigounettes à 3 ans? C'est quoi cette histoire? On va parler de ce merveilleux programme de l'éducation sexuelle à l'école. À partir de quand? Du nourrisson? À peine. On va parler avec les mamans louves, avec le porte-parole, la vice-présidente des mamans louves, Christelle Comé. On va se dire, le sexe c'est bien, mais franchement, la liberté et la maturité, c'est pas mal non plus. La majorité, ça existe. Et puis, on va parler aussi de ce qui se passe au Salvador. Vous savez, ce Salvador, ce pays d'Amérique latine, qui était le pays le plus violent, le plus infréquentable de l'Amérique du Sud. Eh bien, en 5 ans, Nayib Bukele, le président Salvador, a fait qu'il n'y a pas eu un seul homicide au Salvador l'année dernière. Ah bon? Il a fait comment? Mais il a fait comme chez nous, le sentiment d'insécurité. On va faire... Non, il a fait. Et on va en parler. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien? Vous en serez juge. Et puis, évidemment, Delphine Ernotte, avec Emmanuel Macron, ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage, mais c'est une belle rage, vous allez entendre cela. Et en seconde partie, alors... la culture dans tous les états avec Céline Alonso. On va recevoir les auteurs d'un film extraordinaire qu'il faut aller voir. Ça s'appelle Ça arrive. Il n'est pas partout. C'est sur les violences sexuelles, sur le viol. D'un film fiction mais basé sur des faits réels. Et on va avoir des témoignages extraordinaires aussi bien de policiers que de victimes. Vous allez avoir de 13h à 14h une des séquences extrêmement fortes et il faut être averti là-dessus aussi. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Parents, heureux parents, soyez vraiment rassurés. Ça y est, Anne Genetet, la nouvelle ministre de l'Éducation, défend un programme, écoutez bien, ce sont ces mots, progressif et séquencé d'éducation à la sexualité. Alors là, je suis rassuré. Du moment que c'est progressif et séquencé, ça va être absolument passionnant. Ah bon? Vraiment? Vous croyez? C'est pas tout à fait ça, expliquent les mamans louves. Écoutez, tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé, tout, je vous dirai tout sur Tout. Il nous dira tout, il nous a tout dit, Pierre Perret, c'est vrai, une merveilleuse chanson et tout, formidable. Eh bien, écoutez, voilà, le ministère de l'Éducation nationale a, en sa grande modernité, mansuétude, eh bien, il va appliquer ça à la lettre. Et assez tôt, ben oui, il n'y a pas d'âge, effectivement, il n'y a pas d'âge pour apprendre tout. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien voilà, le programme EVARS, prévu pour la rentrée 2025, vise à instaurer une éducation à la sexualité de la maternelle à la terminale. Bon, la terminale, on peut comprendre, à partir d'un certain âge, on peut comprendre, mais la maternelle, vraiment la maternelle, et oui, regardez, maternelle 3-5 ans, respect du corps et des émotions, introduction au consentement dès 4 ans, apprendre à accepter ou refuser, nommer les parties du corps, y compris intimes, etc., on va pas donner le... Alors, Christelle Comet est avec nous. Bonjour Christelle Comet. Bonjour André. Bonjour Christelle, vous êtes vice-président des Mamans Louves. Et justement, on se demandait en fait, alors on en a beaucoup parlé, on en a parlé d'ailleurs avec vous, avec SOS Éducation, avec beaucoup d'autres associations de parents d'élèves et puis des enseignants. Au fond, c'est quoi? C'est de dire, ah oui, écoutez, tout le monde doit être prévenu, et on peut se dire, mais c'est très bien. Mais écoutez, que même dès le plus jeune âge, les enfants sachent dont ils parlent pour ne pas être victimes de prédateurs. Et au fond, c'est quoi la philosophie de ça? Christelle Comet. Alors, moi déjà, je pense qu'il faut remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que ce que vous disiez en préambule, qui sont les propos de Madame Jeuneté, c'est de dire aux familles, tout est progressif. Je crois que c'est pas la question. La question, c'est est-ce que c'est adapté ou non déjà au développement de l'enfant. Ouais. Donc nous, c'est ce à quoi on a voulu répondre, c'est-à-dire que les travaux que nous avons réalisés avec SOS Éducation, association avec laquelle nous travaillons, qui a créé un comité d'experts, faut être clair, ces questions revêtent à minima d'une expertise de professionnels de la pédopsychiatrie, pédiatres, psychologues, et la question à se poser, c'est regarder la clinique de l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour respecter le développement à chaque âge de l'enfant, que ce soit à 3 à 6 ans, 6 à 9 ans, 9 à 12 ans, et ensuite à l'âge de la puberté. Voilà. Et ça a été totalement exclu, puisque malheureusement, ces professionnels spécialistes du développement de l'enfant n'ont pas été entendus dans la construction de ces programmes. Vous êtes sûr de cela? Attendez, Christelle Comet, vous dites que ces experts n'ont pas été entendus, mais ils ont dû entendre leurs experts aussi. Enfin, ils n'ont pas fait ça comme ça, j'imagine, sorti du chapeau. La question, c'est qui sont ces experts? On ne le sait pas. On ne sait pas. Voilà, on ne le sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on entend donc des associations qui s'expriment sur le sujet qui n'ont pas légitimité à savoir ce qu'est le développement de l'enfant. On entend également des organismes comme des syndicats ou encore des organisations qui traitent de la question de l'enfant, mais qui sont les spécialistes derrière pour coller à chaque besoin de l'enfant une règle en face qui soit claire et concise et qui permette surtout de ne pas entraver le développement de l'enfant. Et c'est là toute la question. Et c'est ce à quoi on a essayé de répondre avec un rapport qui a été envoyé aux autorités dès qu'il a été produit, c'est-à-dire en début d'année, qui fait 250 pages. Derrière, SOS Éducation a également écrit un livre pour que ce soit davantage accessible. Et dernièrement, donc pour être dans les actualités toutes fraîches, on a encore écrit à nouveau donc à Madame Jeuneté, à Monsieur Portier, également à la ministre donc de l'égalité femmes-hommes, pour tout simplement dire, remettons le débat au centre, qui est celui de dire, malgré toutes les attaques en règle, et ça quand même je tiens à le préciser, parce que c'est important. Aujourd'hui, on ne nous attaque jamais sur le fond. Pourtant, on s'est pris une déferlante, et là, j'ai vraiment l'impression de descendre du ring avec Sophie, et où on s'est pris des coups, mais alors atroce. On est menacé, insulté, on subit des pressions de la part de gens qui tentent de nous attaquer, non pas sur le fond de nos travaux, mais
simplement qui nous accusent d'être fachos, d'extrême droite, conservatrices, oui, mais ça, c'est le... transphobes. Ouais, mais bon. Christelle, perdez pas votre temps avec ça, c'est le truc facile. Quand on n'a pas envie de discuter avec quelqu'un, vous savez très bien que ça se passe. C'est tous les gens qui ont des béquilles idéologiques, comme ils n'ont rien à dire, et comme ils veulent pas vous attaquer sur le fond, on le sait. Non, mais moi, je voudrais qu'on revienne à l'essentiel. C'est bien les attaques, et on est là, d'ailleurs, si vous êtes là, c'est parce que nous, on vous défend. C'est Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on reproche? Parce qu'il y a eu des livres qui sont parus. Vous le savez très bien, vous en avez parlé, vous et SOS Éducation. Il y a eu des choses. Qu'est-ce qui vous choque dans ce qui se prépare et ce qui est déjà là? Parce qu'il y a déjà des enseignants, des gens qui viennent dans les écoles parler de telle ou telle chose. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Qu'est-ce qui vous paraît inapte, en tout cas contradictoire avec le développement de l'enfant à cet âge-là? En fait, ce qu'il faut dire, c'est très simple, c'est que cette partie du programme d'éducation à la vie affective et relationnelle et sexuelle, elle est inadaptée tout simplement parce que construite sur un refus constant de prendre en compte les connaissances de cliniciens spécialistes du développement de l'enfant. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne respecte ni le droit à l'enfance, ni d'être un enfant avec son vocabulaire. Tout à l'heure, vous évoquez zizi, zézette. Bon, mais ça, tout ça est terminé. Il va falloir utiliser des termes scientifiques. La raison, c'est pourquoi? Quel objectif ça remplit? Aucun. Voilà. On l'empêche de vivre avec ses théories, vivre sa vie fantasmatique, ses rêveries. Et comme le rappelle Maurice Berger, et ça c'est très bien, ça répond en partie à la question, les cliniciens qui savent que les enfants n'ont pas à être devancés de leurs questions, c'est tout simplement dire que en fait, il faut les laisser vivre avec leur réalité, d'accord, et ne pas devancer ces questionnements. On part d'un postulat de base qui est faux. Par exemple, quand on donne avant que l'enfant ne se pose la question, des informations qui sont formulées avec des éléments qui ne correspondent pas à ces stades de développement, on va aller créer un traumatisme, créer une effraction. Alors, vous me demandez des exemples souvent. Oui. Donnez-moi un exemple concret, oui. Un exemple concret, c'est par exemple quand alors déjà on nous a dit pour la partie de l'école primaire, on va enlever le terme sexualité parce qu'il pose problème. Mais c'est pas parce qu'on va enlever le terme déjà sexualité, ça je crois qu'il faut être honnête avec vos auditeurs, c'est que tout ça correspond à une loi qui date de 2001, qui est le véhicule législatif qui s'appelle bien éducation à la sexualité. Donc même si on enlève les termes, au final on en revient toujours au même point et rien n'a changé. Décrire en CM1 par exemple les changements du corps liés à la puberté, à la reproduction, on va donc leur parler de l'érection, de l'éjaculation, et on nous dit que c'est rien de sexuel finalement, c'est ce qu'on nous oppose, mais en réalité si ça l'est, et ça ne correspond pas aux besoins de l'enfant qui n'en est pas encore à ce stade et qui ne va pas pouvoir éprouver ce qu'on est en train de lui raconter. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est quand même assez important, et vous verrez dans le programme que 17 fois, on a l'identité de genre qui est citée dans le programme, et on nous dit mais il n'y a pas de théorie du genre, enfin à un moment donné, il faut arrêter de et manipuler. on cite l'identité de genre, vous avez tout à fait raison, on le cite à plusieurs reprises, oui, tout à fait. Voilà, mais ça c'est un processus en fait tout simplement qui attaque l'identification des enfants à leur père, à leur mère, dans une période où ils sont influencés. Ça veut dire quoi concrètement? Ils ont besoin de construire leur identité avant qu'elle ne soit remise en question. Est-ce que pour faire des enfants respectueux et tolérants demain, on a nécessairement besoin de déconstruire? On a besoin de les construire, on n'a pas besoin de déconstruire. Oui, en fait, ce que vous dites, Christelle Comé, c'est intéressant et c'est le vrai problème. C'est que vous dites, il faut laisser l'enfant quand même se poser des questions et pas lui imposer, effectivement, des termes, des mots, des situations, des actes qu'ils ne connaissent évidemment pas et pour cause, et on leur imprime une représentation un peu. C'est un peu que ça, quoi. Mais en fait, on oriente leur représentation alors qu'ils sont dans une période où justement ils ont besoin de se tourner vers des choses beaucoup plus importantes qui sont les apprentissages, apprendre à vivre avec les autres, etc. Donc en fait, tout ça est un mensonge, et je terminerai sur un troisième point qui me semble quand même vraiment important, c'est la notion de consentement. Alors moi, je suis désolée, mais n'importe quel spécialiste de l'enfance, y compris toutes ces associations de protection de l'enfance, elles pourront s'accorder à dire qu'on ne parle pas jamais de consentement à un enfant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité à savoir réellement ce que ça veut dire. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement leur apprendre des interdits qui sont clairs et stricts,
Et ça, ce mot interdit n'est jamais prononcé dans le programme. À la place de ça, avant 4 ans, on va parler de consentement. Alors, il va falloir expliquer, en fait, à tous parents qui connaissent les enfants, en quoi expliquer à un gamin qu'il n'a pas le droit de toucher les cheveux de son camarade s'il n'est pas d'accord, s'il n'a pas recueilli son consentement, la capacité de dire oui ou dire non. Et on va nous faire croire, et ça c'est complètement dingue, que parce qu'on aura dit ça aux enfants, ils vont être capables de transposer cette situation de consentement au moment où il va être éventuellement confronté à un prédateur sexuel. Vous l'avez évoqué en début d'intervention. Et pourquoi, en fait, on fait croire aux gens que s'il n'y a pas d'interdit de poser, avec la notion de ton corps, c'est ton corps, personne n'a le droit d'y toucher. Il ne s'agit pas de faire croire qu'on peut transposer une notion de consentement d'un registre sur un autre. C'est absolument faux et c'est dangereux, en fait, pour les enfants. Et ça ne remplit pas les objectifs prétendus qui sont de lutter contre les violences sexuelles. Tout à fait. On en parlait hier, d'ailleurs, avec la juge Marie-Pierre Porchy, justement, sur le consentement. C'était autre chose, justement, sur les prédations sexuelles. Restez avec nous, Christelle Comé, on va encore en parler, on va voir un peu jusqu'où ça peut aller, ça, et comment il faut le combattre, en tout cas, le canaliser au moins. Envie de réagir ou de poser votre question, appelez-nous dès à présent au 0826 300 300. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec la vice-présidente des Mamans Louves, Christelle Comé, pour parler effectivement de cette éducation sexuelle, de ce projet qui est pour 2025, et ça a déjà commencé d'ailleurs dans un certain nombre d'écoles. L'éducation sexuelle, très bien l'éducation sexuelle, mais laquelle est d'ailleurs, comme vous le savez, Christelle Comé, il y a déjà quand même quelques failles au gouvernement, en tout cas quelques divergences, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque Alexandre Portier, ministre délégué chargé de la réussite scolaire de l'enseignement professionnel, dit ok, je suis d'accord, l'école a pour mission, mais je suis d'accord pour qu'il y ait des programmes, mais dit-il, et je reprends ses mots, il a dit ça hier, l'école a pour mission de protéger nos enfants et en même temps de les aider à construire leur jugement par eux-mêmes, dit Alexandre Portier, le ministre chargé de la réussite. Et il ajoute, c'est pour ça qu'il faut effectivement un programme pour les aider à comprendre le monde qui les entoure, mais c'est aussi pour ça qu'il est hors de question de laisser faire tout et n'importe quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, Christelle Comé, pour parler, est-ce qu'on fait un peu tout et n'importe quoi ? Aujourd'hui, en l'état, le programme qui est proposé, il va à l'encontre du développement de l'enfant. Et comme l'a rappelé Monsieur Portier, à qui un courrier a été adressé le 20 novembre avec toute l'expertise qui est celle construite avec SOS Éducation, c'est très simple. Et il a eu raison de le résumer en 3 points, c'est-à-dire pas d'entrisme idéologique dans l'école et simplement répondre en face de chaque besoin de l'enfant, une réponse qui est concrète et validée scientifiquement et puis réalisée par des experts de l'enfant. C'est exactement ce qu'on demande. Donc en fait, si l'objectif de chacun est d'agir dans l'intérêt de l'enfant, il n'y a personne qui pourra être opposé aux principes fondamentaux que l'on demande, à savoir qu'un préambule mentionne les principes fondamentaux dans lesquels les programmes s'inscrivent, qu'il n'existe que 2 sexes, que les enfants prépubères sont sexués mais pas sexualisés, que parler de la sexualité des adultes à des enfants est une erreur grave, qui peut provoquer un traumatisme psychique et que les termes relatifs aux pratiques sexuelles et aux moyens de se donner du plaisir sexuellement n'ont pas leur place dans les enseignements. Point barre. C'est tout. Si vraiment on veut être dans une dynamique de rendre service aux enfants, et oui, de répondre à cette problématique qui est un enjeu majeur, qui est de pouvoir lutter contre les violences sexuelles, évidemment qu'il faut faire de la prévention, mais pas à n'importe quel prix. Donc surtout, nous, ce qu'on demande... Tout à fait. Surtout, Christelle Comé, il ne faut pas oublier que les enfants, ils ne sont pas seulement à l'école, ils sont aussi ailleurs, ils rencontrent, et aujourd'hui, on ne parlerait pas de Internet, on ne parlerait pas de tout ça, enfin, je veux dire, en dehors de tout jugement moral, il y a la vie autour, et c'est vrai qu'ils doivent être prévenus, au vrai sens du terme.
En fait, ce qu'il faut leur permettre, si réellement l'État, via l'éducation nationale, veut contribuer à la lutte contre les violences sexuelles, déjà, c'est être capable de remettre un dispositif de santé scolaire qui permette de recueillir la parole de l'enfant. Enfin, je veux dire, à un moment donné, vous voyez, quand on veut répondre à un objectif, je vais parler à vos auditeurs très concrètement comme je parlerai à mes amis. Si demain, vous avez besoin que votre véhicule, il ait de bons freins, est-ce que vous allez les faire poser par un boulanger? Voilà, la question, elle est aussi simple que ça. Donc, la réponse est non. Ben là, c'est pareil. Si l'objectif, c'est de vraiment permettre aux enfants de révéler, parce qu'ils sont victimes de violences sexuelles, on crée un système de santé scolaire qui permet de recueillir la parole de l'enfant. Oui, ça c'est pour les violences sexuelles, on est bien d'accord. Et vous parliez de la pornographie, mais pardon, mais encore heureux qu'on a réussi, enfin, après 2 ans, au moins, à être entendu sur ce sujet sur lequel tout le monde, normalement, s'accorde à condition d'être équipé psychiquement. Par exemple, le site internet On s'exprime, qui est censé venir permettre de contrebalancer les mauvaises représentations que se font les enfants de la sexualité, parce qu'avec un accès précoce à la pornographie, mais attendez, on leur montre des pratiques sexuelles avec une version ludique du Kama Sutra qui met en scène des personnages enfantin origamique avec le sexe oral, le sexe anal, toutes les positions. Mais enfin, vous voyez, il faut être sensé à un moment donné. On a l'impression d'être face à un amateurisme, mais moi je pense qu'aujourd'hui, en fait, il faut se rappeler que tout ça part d'idéologies qui n'ont jamais été validées scientifiquement. Et donc finalement, ça fait des années qu'on rajoute des couches d'idéologies qui n'ont jamais été prouvées scientifiquement comme valides. Voilà. En tout cas, merci Christelle Comé. On continuera de parler de tout cela, effectivement, et du genre, etc. Et puis, tous les débats et toutes les opinions sont évidemment écoutés. Mais, effectivement, il ne faut pas faire... Moi, je tout à fait ce que dit Alexandre Portier. Il ne s'agit pas de laisser faire tout et n'importe quoi. Et pas seulement dans le domaine de l'éducation enfantine, hélas. Et bien entendu, vous pouvez réagir ou poser votre question en direct en appelant au 0826 300 300. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. On va aller très loin. Voilà, je vous ai dit qu'on allait très loin. Oui, c'est le Salvador. Le Salvador, en Amérique latine, la République du Salvador. Eh bien, il s'est passé des choses tout à fait passionnantes. C'est le hymne national du Salvador qu'on entend. Il s'est passé des choses très intéressantes dont on n'a pas beaucoup parlé encore dans les médias et ailleurs. C'est qu'il y a 5 ans a été élu un nouveau président, un jeune président qui s'appelle Nayib Bukele. Alors, il faut rappeler, nous sommes avec Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la Justice, qu'on accueille toujours avec plaisir. Bonjour Pierre-Marie Sèvres. Je viens avec plaisir. Dites-moi alors, rappelez-nous d'abord ce qu'était la situation au Salvador il y a 5 ou 6 ans. Alors, il y a 5 ou 6 ans. Alors en fait, les choses peuvent même remonter jusqu'aux années 90. Dans les années 90, ce sont des immigrants salvadoriens aux États-Unis qui ont créé des groupes des gangs, on appelle ça des gangs de rue, des gangsters. Ah, c'est parti des États-Unis. C'est parti des États-Unis. Ce sont les Salvadoriens aux États-Unis, donc la diaspora salvadorienne qui était principalement à Los Angeles, qui a créé des gangs. Vous savez, aux États-Unis, il y avait déjà beaucoup de gangs d'Afro-Américains, etc. Et d'autres hispaniques. Et les Salvadoriens se sont unis dans un gang qu'on a appelé les Maras. Alors on a la MS-13 notamment, et donc tous ces gangs-là, on les appelle les Maras. Et ils étaient aux États-Unis dans les années 90, et à partir des années 2000, les États-Unis ont eu une politique anti-gang un peu plus forte, et donc ça a expulsé pas mal les gangs des États-Unis, et ils sont retournés au Salvador. D'accord. Et là, pendant une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, les gangs ont mené le pays à la baguette. Des extorsions. Ah oui, diriger le pays. Ils ont dirigé le pays. Ils tenaient la rue. Tous ces membres-là tenaient la rue. Ils se promenaient fièrement dans les rues salvadoriennes. Ils vivaient d'extorsion, évidemment, de raquettes, de braquage, de ils tout ce que vous voulez. Le narcotrafic, c'était alors, pas tant que ça, le narcotrafic. C'est quoi? Mais ils vivaient de quoi alors? Ils vivaient d'extorsion, de raquettes, comme la mafia. Carrément. C'était de la mafia sicilienne. Voilà, c'était on faisait payer les marchands, les épiciers, tout ça, vous payez, etc. Et donc, ça avait en plus un poids économique absolument énorme pour le pays. Et donc, ça se passait comme ça, et ils étaient complètement à leur aise. Ils allaient parfois en prison, mais premièrement, ils convoquaient des conférences de presse dans les prisons. Dans les prisons. Ils menaient leurs affaires
comme en France d'ailleurs, ils menaient leurs affaires depuis les prisons. Ils avaient même pour projet de lancer un parti politique dans les années 2017-2018. Donc vraiment, les choses étaient... On va pas se gêner. Hein. Quitte à avoir le champ libre, autant en profiter. Autant en profiter. Donc tout se passait bien pour eux. Jusqu'à l'élection de Nayib Boukele. Là, Nayib Boukele, qui est en 2018. 18, c'est ça. Ouais, 18. Boukele, lui, qui est plutôt conservateur, mais qui est quand même une figure un petit peu différente, qui disait, voyez, ça fait 20 ans que les politiques salvadoriens font n'importe quoi, ils règlent pas les problèmes, notre pays devient, et a raison, il avait complètement raison, un enfer, si vous voulez. Oui, on pouvait pas circuler le soir, la nuit. Enfin, on pouvait pas circuler, on ne pouvait pas vivre. Moi, je n'ai jamais vu un taux d'homicide aussi élevé. Le taux d'homicide, c'est la mesure vraiment pour calculer le plus simplement la violence d'une société. L'état de sécurité du pays, oui. Ils étaient à 100 homicides pour 100 000 habitants, ce qui est le taux le plus élevé que j'ai vu depuis longtemps. Ils sont bien au-dessus du Venezuela aujourd'hui, de l'Afrique du Sud. Le plus élevé du monde, 100 homicides pour 100 000 habitants. C'était le taux le plus élevé du monde. La France n'a probablement jamais connu ce taux-là de son histoire. Je pense que même pendant les invasions barbares, on n'était pas à ce taux-là. Au Moyen-Âge, en France, pour vous donner un exemple, on est autour de 20 homicides pour 100 000 habitants, au Moyen-Âge. Et donc, Nayib Boukele arrive et lui dit « Moi, je négocie plus. Je négocie plus et je vais vraiment combattre les maras. » Il a dit ça dès le départ. Il a dit ça dès le départ, mais il a commencé progressivement. Il n'a pas tout de suite dit non plus on vous envoie tous en prison comme il l'a fait ensuite. Il l'a fait progressivement. Et donc les maras sont rentrés dans la danse et on dit ah bah vous êtes Monsieur le Président, vous essayez de nous mettre des bâtons dans les roues, et ben on va répondre. Alors les maras convoquent des conférences de presse dans la prison, ils disent on va répondre, on va égorger tout un tas de personnes dans la rue et notamment c'est ce qu'ils finissent par faire. En mars 2022, il y a eu un petit peu un temps fort à ce moment-là, c'est que les maras font une opération, un week-end noir dans lequel ils tuent des centaines de personnes au hasard dans les rues. Et là Nayib Boukele, comment ? 2022, mars 2022. Et là, Nayib Boukele dit, bon, la récréation est terminée, maintenant état d'urgence. Il fait changer tout un tas de lois, notamment au niveau pénal, tout un tas de lois pénales, de fonctionnement de la justice. Et il dit maintenant, il lance la construction d'une énorme prison, qu'ils ont appelé le CECOT, le centre de confinement du terrorisme, parce que là-bas, c'est peut clairement être assimilé au terrorisme, avec 40 000 places. 8 mois pour construire cette prison de 40 000 places. C'est une prison dont on ne peut pas sortir. Juste un mot, une petite parenthèse. Ça fait 15 ans qu'on nous parle de 15 000 places de plus dans les prisons en France. Et on est à 3 000. Donc 8 mois, 40 000 places. 8 mois, 40 000 places. Et une prison au top de la technologie, qui n'a pas exactement les mêmes normes en termes de confort des détenus qu'en Europe, mais en termes de technologie de sécurisation, c'est bien mieux probablement que toutes les prisons françaises. Pour rentrer dans une prison, j'ai vu pas mal de reportages de CNN, etc., où tout le monde est obligé de dire que c'est parfait le fonctionnement de cette prison. Il faut passer 3 sas de sécurité, etc., etc. Les téléphones sont brouillés. Ah bah oui, en France, on nous dit que les mafieux peuvent continuer leurs affaires grâce à leur téléphone. C'est un scandale, les téléphones brouillés en prison. Voilà, vous imaginez, ils pourront pas continuer à faire leur trafic de drogue. En France, on nous dit que c'est absolument impossible. Là-bas, au Salvador, ils le font, alors qu'ils ont un PIB par habitant 10 fois inférieur à celui de la France. Donc à partir de mars 2022... Et combien de gens en prison, en fait ? 40 000 places. 40 000 places de prison dans ces centres-là, qui sont entièrement remplis de maras. Alors là, je vous ai dit que les procédures étaient allégées. Effectivement, vous avez un tatouage. Après, c'est pas non plus complètement subjectif. Un tatouage dans ce gang-là, vous avez un tatouage sur votre visage, de toute façon, c'est quand même assez objectif. Puis avec les avocats, je crois pas que les avocats sont présents dès le... C'est beaucoup simple. Alors, c'est très simplifié. Enfin, en guillemets. C'est très simplifié, mais pour autant, il y a toujours une procédure. Ils ont toujours des avocats, ils passent devant un juge, c'est bien un juge qui décide ou non de les mettre en prison. Et d'ailleurs, on en a beaucoup parlé, j'ai vu un reportage très amusant de CNN là-dessus. On a beaucoup parlé, mais les tatouages, c'est pas suffisant comme mode de preuve. On a mis en prison des gens qui ne devaient pas y être. Oui, et c'est vrai. Être tatoués, c'est vrai, il y en a eu, et il y en a un qui a été interviewé par CNN. Alors, très amusant ce qu'il dit, parce que lui, il a passé 8 mois en prison, tout seul. Il parle de sa fille qui ne l'a pas vue pendant 8 mois, à quel point c'est une catastrophe, etc. Et le journaliste de CNN lui demande « Mais qu'est-ce que vous pensez de manière générale de la politique de Nayib Boukele ?» Et là, pour vous dire à quel point la situation, c'était un enfer, c'est devenu un paradis en termes de sécurité. Le monsieur qui a passé 8 mois en prison à tort parce qu'il avait des tatouages sur les bras, il dit... Mais je comprends le président Boukele, il a eu raison de faire ce qu'il a fait, même si je suis un dommage collatéral. C'est CNN, hein, c'est pas Fox News ou c'est pas... voilà. Donc pour vous dire à quel point la vie des gens a changé, ils sont passés donc de 100 homicides pour 100 000 habitants en 2015. Là aujourd'hui,
Ils sont en dessous du Canada, qui était le pays le plus sécure des États-Unis. Ils sont à combien, on sait à peu près d'homicides aujourd'hui? Alors, on a souvent les données en retard. En 2023, ils étaient autour de 2. La France est à 1,5. 2 homicides. 2 homicides pour 100 000 habitants. Donc, ils arrivaient dans le niveau Nous, on européen. est à 1,5 en France. Nous, on est à 1,5, mais ils sont en baisse. Et donc là, certainement qu'ils sont en dessous de la France là pour 2024. Ils publient, ils sont assez loquaces là-dessus, ils publient pas mal de données. Le président Bukele, qui est très actif sur Twitter. Et il a été réélu triomphalement l'année dernière. Oui, absolument. Oui. Et puis il a surtout un taux de popularité de plus de 90%. Moi, j'ai vu aussi, très amusant, un reportage par la télé salvadorienne d'une mère de famille dont le fils était gangster et était dans la prison. Et donc, cette mère de famille fait une petite manifestation. Elles sont 15 mamans de gangsters, qui font une manifestation. Et on lui tend un micro et on lui demande pourquoi est-ce qu'elle est là. Elle raconte qu'elle a son fils dans la prison, que c'est n'importe quoi. Elle dit, et par ailleurs, le reste de ce que fait le président Bukele, vous pensez quoi? Ah bah c'est vrai que quand même il y a eu beaucoup de choses qui se sont améliorées, les prix ont beaucoup baissé dans les magasins, etc., etc. Donc vraiment, le Salvador, il faut pas avoir peur des mots. Vous savez, le Salvador, c'est un pays qui a été nommé en l'honneur du sauveur, le Christ. Hein. Oui, en l'occurrence, ils ont eu un autre sauveur, qui est Nayib Bukele. Il y a parfois, c'est un vrai miracle ce qui s'est passé, et en criminologie, moi qui baigne un peu dans ce milieu-là, j'observe ce qui se passe dans diverses sociétés. C'est la première fois qu'on voit ce genre de... Ouais. C'est la première fois, je crois. C'est la première fois. Il y a eu une autre expérience qui est assez fameuse, mais qui en fait qui est pas du tout dans les mêmes proportions. C'est les États-Unis dans les années 90. Tolérance zéro avec Giuliani à New York et compagnie. Avec la tolérance zéro, construction de places de prison massive et effectivement incarcération massive, division par 2 en l'espace de 3-4 ans du taux de crimes violents. On voit les résultats. C'était un petit miracle. Juste un mot là, alors, il faut être un peu, là je vais non pas vous provoquer, mais vous allez provoquer. Est-ce que c'est un exemple à suivre en France? Est-ce que c'est applicable? Très fort, dans les conditions, la France c'est la France, le Salvador est le Salvador, mais quand même on parle du matin au soir de l'insécurité, vous êtes bien placé pour le savoir, on parle de justice, on parle des failles de la justice. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment donné, est-ce que quand même on peut pas se dire, regardez les résultats du Salvador, on peut pas le méditer et agir? Alors je vais vous répondre en 2 temps, je vous dirais non et oui. Non, pourquoi? Parce que le Salvador était dans une situation complètement différente de la France, il ne faut pas exagérer. On a beau avoir une criminalité du quotidien et latente qui est très élevée, qui est beaucoup trop élevée pour un pays occidental, et on est probablement le pays le plus dangereux d'Europe. Pour autant, la situation est quand même complètement différente. 100% 1000 habitants, je vous dis, c'était du taux d'homicide complètement délirant. Oui, bien sûr. Et voilà, ça a appelé aussi... on n'est pas dans la jungle comme... Non, la France n'est même pas comparable à d'autres pays d'Amérique latine. L'Amérique latine est quand même un continent qui, pour beaucoup de raisons historiques, il y a plusieurs peuples, il y a une histoire coloniale, etc., qui fait que la violence est quand même très très élevée en Amérique latine. Alors, on va parler de la France, on va parler de ce qu'on peut faire, hein, au-delà même du Salvador. On en a parlé déjà avec vous, Pierre-Marie, mais il faut le rappeler parce que on voit bien quand même qu'il y a des failles. Ce n'est pas des failles, ce sont des béances en France. Et par rapport à la justice, et par rapport à la punition, à part la sanction, et par rapport aux prisons, etc. On va en parler juste après cette petite pause. Et bien entendu, si vous voulez réagir, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Dans quelques instants, on revient sur la situation au Salvador. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la justice, pour parler de l'expérience du Salvador de Nayib Bukele. Parce que nous, ça nous intéresse aussi. Hein. Je sais qu'on parle beaucoup de sentiment d'insécurité, on en parle de moins en moins. Ce n'est pas un sentiment d'insécurité, c'est une insécurité. Hein. Et c'est pas parce que ça ne vous est pas arrivé à vous que ça n'existe pas. Il faut quand même le rappeler toujours. Hein. C'est trop facile sinon. Alors... Pierre-Marie Sèvres, très concrètement, vous avez dit la France n'est pas le Salvador, vous avez expliqué les spécificités du Salvador et d'ailleurs de l'Amérique latine, il y aurait beaucoup à dire, mais en France aujourd'hui, on est en 2024, on sait ce qui se passe, on ne va pas reprendre les chiffres, vous les connaissez mieux que tout le monde, mais qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut s'inspirer de l'expérience du Salvador? Tous les pays au monde qui veulent réduire leur insécurité doivent s'inspirer du Salvador parce que le Salvador n'a rien inventé. Il y a beau être, Nayib Bukele a beau être le premier dirigeant du pays, dans le monde moderne, à faire une expérience comme celle-ci, il n'a rien inventé. Moi, quand j'étais en études de droit, on m'a appris les 5 fonctions de la peine pénale. Une peine pénale qu'on décerne, qu'on donne à un criminel. Elle a 5 fonctions.
La première fonction, je vais en citer qu'une pour pas perdre tout le monde, c'est la neutralisation. La neutralisation, c'est-à-dire qu'un criminel ou un délinquant, exactement, l'empêcher de quand nuire, il est retiré de la rue pour être mis en prison, il ne commet plus de crime ou de délit, en tout cas dans la rue. Il peut en commettre en prison, mais normalement non. Mais c'est le premier but de toute peine, de toute peine pénale. Et donc, le Salvador n'a pas révolutionné quoi que ce soit, il n'a pas réinventé l'eau chaude. Il a dit bon bah très bien, on va neutraliser. Il a pris les moyens. En fait, exactement. C'est ça. Le Salvador nous prouve que quand on met les délinquants en prison, ils sont donc plus dans la rue, il n'y a donc plus d'homicide. Et on a un pays d'une sûreté complète. Alors, juste continuons, on vous dit, oui, d'accord, la prison, mais à un moment donné, ils ne sont pas à prison à perpétuité, il faudra qu'ils sortent. C'est-à-dire, on vous répond toujours ça, oui, la prison, mais la prison n'est pas la solution. Alors, moi, je pense que oui, la prison est la solution. C'est même il n'y a pas d'alternative à la prison. Il y a quelque chose qui est très intéressant aussi en criminologie, c'est qu'on le sait, c'est que la criminalité diminue fortement avec l'âge. L'âge auquel on commet le plus de crimes et délits, c'est 18-20 ans. Et en gros jusqu'à la trentaine. Mais à partir de 30 ans, tous les criminels et les délinquants, au quasi, à part ceux qui ont vraiment une pathologie très grave, les tueurs en série, etc., qui sont quand même une minorité dans la quantité, et c'est pas ceux que vous avez croisés dans votre quotidien. Donc la prison calme quand même. La prison calme. Et donc il y a une période de la vie où il faut calmer ces personnes-là. Il faut calmer jusqu'à leurs 30 ans, en gros. En gros, ça dépend de chaque individuel, évidemment. On peut pas faire de généralité, mais en gros, il faut avoir une grande vigilance à ce moment-là. Et si ces gens-là ressortent à 30, 35 ans, 40 ans, qu'en prison, ils ont même pu passer des diplômes, qu'ils ont pu réfléchir, parce que ça, on n'y pense plus du tout, mais qu'ils ont pu réfléchir au mal qu'ils ont fait, aux victimes, à la société en général. Ils ont pu réfléchir à leur propre avenir. L'exemplarité, quand même, à un moment donné, et puis c'est pas ça, il faut aussi mettre le taquet. Mais complètement. S'ils savent qu'ils vont ressortir 2 jours après avoir fait leur truc, et parce qu'un juge de liberté de la détention va leur dire mais allez-y les gars, voilà. Et je vous avais promis de pas citer d'autres fonctions de la peine. La deuxième fonction de la peine, c'est la dissuasion. Ben oui, la dissuasion est fondamentale tout autant. Et si on a l'impression, comme les délinquants ont l'impression aujourd'hui en France, qu'ils ne seront pas poursuivis, ou alors s'ils sont poursuivis, ils auront une peine pas en prison. Et si même ils ont une peine de prison, ils ressortiront 6 mois avant ou à la moitié de leur peine, et bien évidemment ils ne sont pas dissuadés et ils encouragent la criminalité. Et à l'inverse, il y a un cercle vertueux quand on dissuade et qu'on neutralise. Eh bien écoutez, voilà, on dira aux responsables français, regardez du côté Nayib Bukele, peut-être qu'il y a des choses à faire. Merci Pierre Marissel. Merci beaucoup à vous.